La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, l'excellent début de semaine à tous. L'actualité ce lundi d'abord, la coopérative militaire d'épargne et de crédit, elle a tenu son assemblée générale ordinaire ce matin, travaux sanctionnés, vous allez l'entendre tout à l'heure par un rapport satisfaisant. Le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives des entrepreneurs jeunes, 5 ans déjà, 5 ans après, dirait l'autre, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Bilan à suivre tout à l'heure dans cette édition. Et puis l'anniversaire, la messe anniversaire dite ce matin pour célébrer les 70 ans du collège Saint-Joseph. C'est Monseigneur Denis Amouzou Djakba qui était à l'hôtel pour la grande bénédiction. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Direction d'abord ce soir l'état-major général des forces armées togolaises. Les militaires y tenaient ce matin l'assemblée générale de leur coopérative d'épargne et de crédit. Une assemblée générale ordinaire. Un rapport a été rendu public à l'issue des travaux. Il est dit satisfaisant. Et sera téou. La troisième assemblée générale. Le scepticisme de départ a cédé place à la satisfaction. C'est ce qu'il faut retenir des prestations de la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC, dont le rapport exercice 2017 fait l'objet d'une assemblée générale ordinaire. Pour illustrer les performances de la COMEC, des chiffres fort impressionnants ont été présentés. La coopérative militaire d'épargne et de crédit se porte très bien. En encours de crédit, nous sommes à près de 8 milliards. Ça veut dire tout simplement que les adhérents viennent déposer leur petite économie au-delà de l'épargne retraite. Ceci montre que la structure travaille, la structure est efficace. 6 562 crédits ont été accordés contre 5 509 en 2016, soit une progression de 19%. Les épargnes retraites avoisinent les 4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 56% par rapport à 2016. Au regard de ces résultats, les délégués à cette Assemblée générale ordinaire ont salué la vision du président de la République, chef des armées et initiateur du projet. Pérenniser la COMEC, adapter ses prestations aux besoins des adhérents et mettre l'homme au centre du développement ont été les mots du chef d'état-major général des forces armées togolaises, représenté à cette assemblée par le chef d'état-major de l'armée de terre. J'encourage les responsables de la COMEC à travailler pour la pérennité de cette structure. Aujourd'hui, je peux affirmer que la COMEC arrive efficacement à juguler les problèmes financiers des militaires. Je n'en veux pour preuve que l'encours des crédits annoncés dans cette salle, qui s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Mais au-delà des crédits, la COMEC s'investit aussi énormément dans l'éducation financière des adhérents depuis leur formation élémentaire au Centre national d'instruction des forces armées togolaises jusque dans leurs unités. Cette éducation leur permet de mieux gérer leur avoir et de s'éloigner ainsi des circuits illicites de prêt avec leurs conséquences désastreuses tant sur leur vie que sur celle de leur famille. Cette assemblée générale débouchera sur de nouvelles perspectives. On peut relever que la COMEC dispose de 3 nouvelles agences, notamment à Sokodé, Zoula et Kpalimé, pour rapprocher l'institution des adhérents. Toutes les actions qui garantissent le succès à la COMEC inspireront la COPEC des enseignants du Togo, dont le président du conseil d'administration est présent à cette rencontre. 2 tests à l'étude ici et ce jusqu'à demain mardi. 2 tests en rapport avec l'environnement et les ressources forestières. 2 études, vous disais-je, l'une sur les causes et les conséquences de la déforestation, l'autre relative à l'utilisation rationnelle des terres. Les travaux ont donc commencé ce matin à Lomé. Les précisions de Samuel Debé et Christine Péteki-Aloudé.
Le récent inventaire forestier national indique que le taux de couverture nationale est de 24,24%, un chiffre qui est largement en dessous des attentes. Le Togo, en intégrant le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+, à sa politique nationale, opte ainsi pour une gestion durable des forêts. Et pour l'atteinte des objectifs visés, ces deux études sur les causes et les conséquences de la dégradation des forêts et sur l'utilisation des terres et les options stratégiques pour l'aménagement du territoire, soumises à l'appréciation des principaux acteurs, restent une étape importante. De la connaissance de ces causes, nous allons bâtir des options stratégiques pour inverser la tendance, c'est-à-dire pour améliorer la couverture forestière du Togo. Mais dans l'amélioration de cette couverture forestière du Togo, il est nécessaire que les investissements qui vont se faire et qui portent sur le territoire, c'est-à-dire le sol, qu'on sache comment planifier notre terroir pour mieux répondre à ces objectifs primordiaux qui sont de créer un cadre écologique favorable au développement socio-économique dans tous les secteurs de notre économie nationale, mais également de créer des conditions de vie et sociales pour les populations togolaises. Pour une gestion durable des forêts, une panoplie de politiques, programmes et projets est mise en place. Malgré ces efforts, selon le ministre en charge de l'Environnement, le couvert forestier n'a cessé de diminuer. Les deux études ont pour objectif de faire une analyse minutieuse et approfondie des causes et conséquences de la déforestation et de la dégradation des forêts au Togo, ainsi qu'une analyse des causes des changements d'occupation et d'utilisation des terres à travers une meilleure maîtrise de la planification et de l'aménagement du territoire, y compris les réformes foncières. Nous restons convaincus que vos apports baliseront la voie pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie plus cohérente, efficace et acceptée par tous. D'ici à 2050, le Togo entend porter ce taux de couverture de 24,24% à 30% au moins. Plusieurs partenaires soutiennent cette vision. Il s'agit entre autres du Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la République fédérale d'Allemagne et de la Banque mondiale. Et voilà qui nous amène à évoquer l'agriculture. D'abord, cette rencontre ministère de tutelle bénéficiaire des tracteurs. Ça se passe dans les savanes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à cette réunion? Eh bien, voici le compte-rendu de Désiré Aloïs dans la région. Le secteur de l'agriculture, aujourd'hui porteur d'espoir, connaît en amont une mécanisation pour la booster. Le gouvernement togolais l'appuie davantage avec l'acquisition de divers matériels rentrant dans le processus. Les tracteurs, un maillon important dans la chaîne, afin de donner à l'agriculture des conditions favorables à son extension. Les producteurs, par le biais du gouvernement, ont bénéficié de ce matériel pour les emblavures. Les producteurs propriétaires de ces engins et les conducteurs tracteuristes dans les savanes, avec la direction en charge de l'équipement agricole, font le bilan de la dernière saison. Le premier enseignement, c'est que beaucoup de nos parcelles ne sont pas dessouchées. Donc ça fait que les paysans, les tracteuristes en général ont des problèmes avec la charrue. Moi j'ai reçu mon tracteur l'an passé. Et ça m'a fait beaucoup du bien, ça fait beaucoup du bien au milieu d'ailleurs. Donc nous avons emblavé beaucoup de superficie. Cette façon de faire va nous amener loin et va nous sortir aussi de la pauvreté. Pour cela, je remercie encore une fois le gouvernement. Les difficultés sont que la partie charrue est très fragile. Dans la semaine, vous pouvez avoir trois fois les cassures des pièces là. Quand j'ai eu le tracteur, ça m'a aidé beaucoup même. Sur le tracteur, les pièces cassent vite et ça gâte. Avec cette réunion, je sais que les problèmes seraient finis. Le gouvernement togolais continue de déployer des efforts. Plus de 100 nouveaux tracteurs sont acquis pour appuyer davantage les producteurs. Toutes les difficultés en première ligne, les pieds de récent seront relevés pour booster davantage l'agriculture, un secteur essentiel de développement et de croissance économique. Et voilà, on en sait un peu plus maintenant sur le terrain, précisément maintenant. ANSAT continue de faire ses stocks de maïs. 30 tonnes viennent d'être enlevées à Pia par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. L'opération, le récit de Nestor Mozou. L'ANSAT, dans sa mission de constitution de stock de réserve, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo a déployé son équipe d'achat à Pia auprès des producteurs de cette localité. Ceux-ci avaient 30 tonnes de maïs sous les bras.
une quantité qui équivaut à la somme de 4 800 000 francs CFA. Cette somme a été remise aux responsables de la société coopérative Lélengoma qui regroupe les producteurs de maïs de Pia. Naturellement, c'est des sentiments de joie et de satisfaction parce que on s'inquiétait, comment nous allons écouler nos produits puisque la saison nouvelle approche. Donc nous sommes vraiment très joyeux et très satisfaits de la venue de l'ANSAT. Au-delà de l'opération d'achat, l'ANSAT a sensibilisé les producteurs afin qu'ils soient plus dynamiques. Chaque année, l'ANSAT consolide son stock de sécurité. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Pia. On était ailleurs, mais aujourd'hui on est à Pia et demain on sera dans d'autres préfectures aussi. Nous nous sommes entretenus avec les paysans pour leur parler de comment animer leur groupement, comment pouvoir organiser des achats groupés, comment rechercher d'autres partenaires que l'ANSAT. Il est important pour chaque coopérative ou groupement de pouvoir rechercher d'autres partenaires pour voir s'il y a mieux ailleurs ou pas. C'est l'objectif même de ces rencontres avec nos producteurs. Nous avons constaté que les groupements ne sont pas dynamiques. Chaque temps, tout le monde attend que ce soit l'ANSAT. Or, ce n'est pas tout le temps que l'ANSAT peut, à chaque fois que le producteur le veut, que l'ANSAT soit là, non. Donc il est normal que quand on est en coopérative, qu'on puisse chercher d'autres partenaires. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo a exposé sur place à Pia des échantillons de farine de maïs, des produits made in Togo grâce à une usine implantée à Lomé. Une unité qui absorbe une grande partie du maïs cultivé au Togo et qui permet de mettre à la disposition des populations des produits de qualité tout en facilitant leurs conditions de vie. On imagine sur place le sourire des paysans, un sourire qui en dit long aujourd'hui sur le secteur agricole, un secteur porteur. Beaucoup de jeunes d'ailleurs amorcent justement le retour à la terre, car elle ne trompe pas. Initiative encouragée par le gouvernement qui finance nombre de projets. C'est à travers des organismes spécialisés, le FAEJ par exemple, le Fonds d'appui aux initiatives des entrepreneurs jeunes. Il a 5 ans aujourd'hui, le FAEJ. Quels projets ont été financés? Qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain? Et bien voilà cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Adolphe Paca. Chaque jour, depuis 2013, elle ne se détache plus de sa blouse. La motivation de Ouro Agoro Amina se mesure. Elle a imaginé et créé cette entreprise, Minagro Group. Minagro, c'est en premier, c'est scindé en deux. C'est mine, minerai et agroalimentaire. Donc tout ce qui vient de la terre. L'objectif de Minagro Group, c'est de valoriser tout ce qui vient de la terre. Donc tout ce qui est minerai, ça sort du sol. Et tout ce qui est agriculture aussi vient du sol. Donc l'objectif de Minagro, ce n'est pas seulement pour l'agroalimentaire, c'est bientôt aussi dans les minerais, vous nous entendez. Effectivement, c'est un produit phare. Cette farine, ça permet de faire de la bouillie, que ce soit pour le grand comme pour les petits. Amina et son équipe font la conquête et transformation des produits agricoles et en ont fait un modèle de réussite. Le soutien financier que le FAEJ nous donne à chaque temps, on a pu même créer de l'emploi et on est au moins 10 femmes pour l'activité, donc c'est déjà un grand pas parce que ces femmes aussi subviennent à leurs besoins quotidiens. On a eu aussi à trouver des marchés au niveau tant sur le plan national que sous-régional. Des jeunes porteurs d'idées d'entreprise à l'instar de Amina se comptent aujourd'hui par milliers, promus par le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Dans un contexte mondial où le marché de l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes sont devenus des défis permanents, le gouvernement a su lancer cette opportunité en 2012 comme issue pour la jeunesse togolaise de réaliser ses rêves. Plus de 5 ans après, environ 10 700 jeunes sont formés à l'entrepreneuriat. Plus de 1300 entrepreneurs et artisans accompagnés dans leurs projets à hauteur de plus de 2 milliards 160 millions de francs CFA. Sur l'étendue du territoire, des jeunes ont fait émerger des micro-entreprises. Ils témoignent de leur succès. Dans ce quartier à Lomé, Lucia Al-Assoba, partie de rien en 2013, a créé Togo Simé. Une entreprise qui fait la transformation et la valorisation des produits made in Togo. En 2017, face à des jeunes issus de 103 pays francophones,
Elle est sortie lauréate du prix Jeune Entrepreneur Francophone, première édition que la francophonie avait lancée pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis très fière de gagner ce prix. Moi, depuis Paris, je l'ai baptisé la confirmation. Et il faut dire qu'en 2013, ce n'était pas du tout évident de pouvoir continuer dans cette entreprise parce que c'est la première entreprise à être spécialisée dans la promotion des produits locaux. Nous avons en fait reçu le soutien du PPEJ. Donc c'est ça qui a lancé l'entreprise. Il faut être engagé avant de venir dans l'entrepreneuriat parce que entreprendre, c'est pas facile en fait. Il faut avoir de la ténacité, il faut avoir l'esprit de partage, l'esprit de gagnant. L'engagement et la ténacité, c'est le secret que les jeunes ont désormais découvert grâce au Faillège et se le partage à travers des formations tous azimuts. Le rendez-vous jeudi Jose a fait ses preuves. C'est très important pour un jeune entrepreneur de planifier son activité et à chaque fois de s'arrêter pour évaluer la progression de son activité. La motivation est l'élément fondamental de la création d'entreprise. En 5 ans de mise en œuvre, les résultats sont certes probants, mais les défis sont encore nombreux à relever. Tout compte fait, l'espoir est réel et soutenu pour la jeunesse avec l'annonce faite par le chef de l'État de la mesure du quota des 20% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes. Je ne cesserai de dire merci au Faillège et à tous les mécanismes du ministère de développement à la base. Pourquoi pas au président qui toujours a eu confiance aux jeunes pour nous soutenir jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et je dirais que la base maintenant est solide pour pouvoir maintenant élever plus notre activité. La coordination travaille à les sensibiliser et aussi à se doter pour cette année 2018 d'autres sources de financement, notamment la Banque Atlantique et d'autres institutions de microfinance pour un large déploiement du crédit jeune entrepreneur. La coordination entend également, courant 2018, amorcer la spécialisation régionale de l'accompagnement du fonds et établir un profilage plus efficient des jeunes inscrits au dispositif afin d'adapter des offres de services techniques et financiers à chaque type de profil identifié. Et voilà la promotion de l'entrepreneur par le Faillège, 5 ans après dossier signé Adolphe Paca. Le 20h ce soir, c'est aussi la digitalisation des services financiers, concept lancé ce matin par le secrétariat auprès de la présidence de la République chargée de l'inclusion financière. C'est une série de formations sur 4 jours. Opportunités, stratégie, téléphonie mobile sont les termes de référence. Serge Tlassom, Chassim Labaka. Comment mettre le fort taux de pénétration de la téléphonie mobile et les services de transfert d'argent au service de l'inclusion financière au Togo? La problématique constitue la trame de cette session de formation. Acteurs du Fonds national de la finance inclusive, des institutions de microfinance et opérateurs mobiles étudient les meilleures stratégies à développer pour améliorer l'accessibilité et accélérer l'inclusion financière au profit des couches vulnérables. L'idée, c'est de présenter les options stratégiques possibles que les institutions financières peuvent, au vu de l'analyse de leurs forces et faiblesses, des contraintes et opportunités de l'environnement, qu'elles peuvent donc adopter dans le cadre de la transition digitale. Nous savons tous que la finance digitale est un fort vecteur d'accélération de l'inclusion financière et sociale des populations qui sont pour le moment encore exclues et qui ne profitent pas des opportunités qu'offre le secteur formel. Les travaux vont porter sur la réglementation autour de la finance digitale, l'analyse des modèles d'affaires et les options selon le profil des différentes institutions et l'accompagnement du gouvernement. Les plus hautes autorités togolaises qui ont fait de l'inclusion financière un levier dans la lutte contre la pauvreté attendent beaucoup de ces travaux. Une des premières missions qui a été confiée au FNFI lors de sa mise en place est de permettre à toute la population togolaise, quelle que soit la localité où elle se trouve, de pouvoir bénéficier des services financiers. Et à cet effet, la digitalisation des services financiers permettra effectivement de pouvoir accroître le nombre de personnes touchées à travers des services et des nouveaux moyens et canaux de distribution, notamment le secteur numérique dans le pays qui est en train de s'accroître avec la mise en place de nouveaux produits pour les opérateurs de téléphonie mobile, la synergie effectivement entre le mobile money qui se développe via les partenaires mobiles et
les SFD, donc les systèmes financiers décentralisés, permettra effectivement d'apporter au plus près de nos populations les services financiers de base dont ils ont besoin. Les avantages en fait de la digitalisation, c'est de permettre en fait à la population où qu'elle se trouve de pouvoir accéder tout simplement via son téléphone mobile aux services financiers de base. Mais c'est un avantage également non négligeable pour les institutions de microfinance partenaires que nous avons de pouvoir effectivement toucher les populations sans être obligés d'y être présents physiquement. Donc ça permettra de fluidifier, effectivement, de rendre l'accès beaucoup plus facile et de faire un suivi de proximité de tous les services financiers et des crédits que nous mettons en place pour accompagner les populations. Cette session se déroule avec l'accompagnement du Fonds d'équipement des Nations Unies spécialisé dans l'inclusion financière et la Fondation Mastercard qui possède l'expertise dans la digitalisation des services financiers. À signaler aussi cette autre session, et c'est OTR, l'Office togolais des recettes, qui en est l'initiateur, l'instructeur, le module à suivre, la télédéclaration, les explications, les précisions de Arnaud de Kidiou. La télédéclaration lancée par l'Office togolais des recettes offre aux contribuables la possibilité de déclarer leurs impôts et taxes sur cette plateforme qui garantit un gain de temps. Ce système autodéclaratif a bien d'autres avantages pour les usagers. L'Office a initié cette formation pour essayer de faciliter un peu la tâche aux moyennes entreprises aussi, en essayant de les aider à déclarer leurs impôts et leurs revenus depuis leur bureau. C'est ça l'objectif. Et cela leur procure beaucoup d'avantages en termes de célérité du traitement des déclarations, en termes de gain de temps. Le système fiscal aujourd'hui, aux impôts, que ce soit à la fiscalité de porte ou bien à la fiscalité intérieure, la loi qui régit l'impôt aujourd'hui est dit déclaratif. C'est pourquoi on parle, cette loi-là est fondée sur la déclaration que le contribuable lui-même souscrit. L'OTR innove davantage pour offrir des services de qualité aux contribuables considérés comme des partenaires. On parle aujourd'hui de la fiscalité de développement, une nouvelle forme de partenariat pour permettre aux entreprises d'accroître leur productivité. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est d'instruire les moyennes entreprises à maîtriser la procédure d'accès à cette application-là. Et il s'agit aujourd'hui pour l'Office togolais des recettes de contribuer aussi à la création de la richesse au niveau des entreprises. Et c'est pour cela que nous parlons très souvent de la fiscalité de développement. C'est depuis 2006 que l'OTR a lancé la plateforme e-service pour les services en ligne. L'Office accentue la formation des contribuables pour une meilleure utilisation de cet outil. Maintenant, 20h22, l'actualité à l'étranger en bref, la Sierra Leone d'abord. Des incidents ont éclaté la semaine dernière entre des partisans des deux finalistes du second tour de la présidentielle. Et Samoura Kamara sorti en tête du premier tour et Julius Manda Bio. Les deux s'affrontent le 27 mars prochain, mais en attendant le scrutin, la perspective de nouvelles violences inquiète dans un pays profondément marqué par des années de guerre civile. En Russie, le match est plié, pas de second tour. Vladimir Poutine renouvelle son bail. Il en a désormais jusqu'en 2014. Quatrième mandat à la tête de jusqu'en 2024. Quatrième mandat à la tête de la Fédération de Russie. Poutine sort largement gagnant avec un score de 76,14% des voix devant trois adversaires, dont une femme. Cela dit, retour chez nous au Togo, direction la cour d'assises de Lomé. Les audiences se poursuivent pour cette première session de 2018. À la barre ce lundi matin, deux affaires. La première, trafic international de drogue à haut risque. La seconde, une histoire abracadabrante de séquestration et de prélèvement d'organes humains sur mineurs. Le récit, Augustin Kossi. Au rôle des assises de ce jour, affaires ministère public contre Alès Ekechoukou et Frédéric Opouté, accusés de trafic international de drogue à haut risque. Tous deux de nationalité nigériane avaient été arrêtés en possession de 2,8 kg de méthamphétamine à la frontière de Hilakondi au moment où ils s'apprêtaient à rentrer au Togo. L'affaire remonte à 2012. Frédéric, transporteur international Nigeria-Ghana, avait été sollicité par un client anonyme lui demandant de l'amener au Ghana. Au lieu d'embarquement au Nigeria, il vit le sien à l'est, son co-accusé avec un autre ami chargé de 2 valises. Mais seul,
Ikechukwu va monter à bord avec les valises destination Ghana chez ses enfants. Interpellé à la frontière Togo-Bénin, la douane a découvert dans l'une des valises de la drogue. Ni le passager à bord, ni le chauffeur ne reconnaissent la valise incriminée. Tous deux ne semblent pas non plus se connaître. Selon l'avocat général, les deux prévenus jouent un rôle chacun et seraient au service d'un maître. À la défense, les deux avocats plaident l'innocence de leur client. Mais à quel moment et qui aurait introduit la valise dans le véhicule? La cour tranche, condamne Alès Ikechukwu à 15 ans de réclusion criminelle et acquitte Frédéric Opouté, le chauffeur. Vu la délibération de la Cour en date de ce jour portant sur les questions-réponses suivantes, 1. L'accusé Aimé Signoki, coupable de trafic international de drogue à haut risque. La réponse est oui à l'unanimité. Existe-t-il en la cause des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? La réponse est non à l'unanimité. L'accusé Opouté est-il coupable de trafic international de drogue à haut risque? La réponse est non à la majorité de 7 voix contre 2. Vu la délibération de la Cour, attendu qu'il résulte de cette délibération que le nommé Ikechukwu Emesigno est coupable d'avoir nommé le 4 décembre 2012 contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le transport international de drogue à haut risque. En l'espèce, le fait d'avoir été trouvé en possession d'une valise contenant 2,8 kg de méthamphétamine alors qu'il passait à la frontière Bénin-Togo de Sambi-Kondi. Condamne l'accusé Ikechukwu Emesigno à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Ordonne la destruction des 2,8 kg de méthamphétamine saisie. Attendu en revanche qu'il résulte de la déclaration de la Cour que l'accusé Opouté n'est pas coupable d'avoir nommé le 4 décembre 2012 contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le trafic international de drogue à haut risque, en l'espèce de la méthamphétamine. Vu les articles 300 et 343 du Code de procédure pénale, prononce l'acquittement de Frédéric Opouté, ordonne la restitution du véhicule lui appartenant, met les dépens à la charge de Emesigno. Autre cas par devant la Cour. Affaire Pacha Afanchaovi, accusé de séquestration et prélèvement d'organes humains sur mineurs. L'incident s'est produit en 2008 à Adjokondi dans la préfecture des Lacs. Le sieur Pacha, accompagné de 2 autres compères, avait enlevé Jean-Kofi Aounon, 9 ans, et prélevé de son sang après une ouverture sous sa gorge. Le chef du groupe Atoku s'est échappé avec le butin et le 3e. Adanglo a été léché et brûlé vif par les populations. Pacha Afanchaovi a reconnu les faits à lui reprocher et plaide coupable. La Cour a requis à son encontre 20 ans de réclusion criminelle avec une amende de 400 000 francs CFA. Attendu que ces faits ainsi déclarés constants et établis par la Cour d'assises sont prévus et punis par les articles 12, 47 et 51 du Code pénal ancien, 378, 381 du Code de l'enfant. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendu qu'au cours d'un débat, Dame Akaposa Adjoa Davi a déclaré se constituer partie civile et sollicité la condamnation des accusés au paiement de la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts. Vu les articles 12, 47 et 51 du Code pénal ancien, 378 et 381 du Code de l'enfant, condamne le nommé Pacha Afanchaovi à 20 ans de réclusion criminelle. Condamne le nommé Atoku Boga à 30 ans de réclusion criminelle. Confie le mandat d'arrêt en date du 20 octobre 2015 décerné contre lui. Dans l'un ou l'autre cas, la défense dispose de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation. Dans le reste de l'actualité, ce projet Born Fonden, note de naissance pour chaque enfant au Togo. L'ONG s'en donne la mission. Épaulée par Plan International Togo, 3 préfectures vont jouer le rôle pilote. Les précisions, Emmanuel Kalgora avec Gérald Agoudjou.
Enfants ont droit à une identité. Sans identité, les enfants sont privés d'accès à leurs droits, notamment le droit aux soins de santé, à l'éducation et à la protection. Après plus de 10 ans de mise en œuvre de la loi organisant l'état civil au Togo, une analyse du cadre juridique montre qu'en dépit des efforts qui ont été faits, il existe quelques lacunes qui limitent le bon fonctionnement des structures d'état civil. Sur 207 000 enfants qui se sont inscrits aux examens, il y a 30 000 qui n'ont pas les papiers pour pouvoir se présenter. Il y a encore beaucoup d'enfants, moins de 5 ans, qui n'ont pas les actes de naissance, et que le vrai problème souvent c'est que l'enfant a peut-être eu le papier au moment de naissance, mais pas le papier, le vrai acte de naissance qu'il faut aller retirer après. Le but de la campagne est de permettre à tous les enfants de disposer d'un acte de naissance de qualité et fiable. Il s'agit d'amener tous les acteurs à garantir à tous les enfants une identité juridique grâce à l'enregistrement des naissances. Quand vous laissez un enfant vivant sans acte de naissance, c'est comme si vous faites de lui quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'existe pas. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, prenant la mesure de la chose, le gouvernement a pris plusieurs dispositions. Vous avez donc la loi numéro 2009/010 du 11 juin 2009 qui institue ce cadre, qui modernise l'établissement des actes de naissance. Banfondienne s'est engagé à assurer le fonctionnement de l'état civil dans les préfectures de Bassar, d'Oufelgo et Garo pour un accès facile et offre des services d'état civil de qualité d'ici à janvier 2020. À Saint-Joseph, c'est comme ça qu'on l'appelle familièrement. À Saint-Joseph, c'est l'anniversaire, 70 ans pour l'établissement fondé en 1948. Le temps a fait son œuvre, mais l'école garde toujours son prestige. Ce matin, une grande messe pontificale a été dite par Monseigneur Denis Amouzou Djakba, Sandra Ziabé et Kwesala. « 70 ans de vie du collège Saint-Joseph de Lomé. Cette décennie consacrée à la formation et à l'éducation des jeunes au profit de l'Église et de la nation togolaise. Les responsables de cette institution rendent ici grâce à Dieu pour ses bienfaits. Cette messe pontificale est concélébrée et présidée par l'archevêque de Lomé, Denis Amouzou Djakba, pour non seulement célébrer l'événement, mais aussi implorer la miséricorde de Dieu dans l'accomplissement de cette mission. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être fils et filles de ce pays et de ce collège qui nous a formés. Et quand on voit toutes ces élites intellectuelles qui ont fait ce collège et comment elles sont devenues aujourd'hui, et leur contribution en venant justement en appui au grand projet que nous avons initié pour cette institution, nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Dans son homélie, l'archevêque de Lomé a partagé avec l'Assemblée l'histoire et la vie de Saint-Joseph. Le saint patron de cette école est présenté comme un modèle. Homme de devoir, homme juste, qui s'est toujours appliqué à s'ajuster à la volonté de Dieu et à ses plus secrets désirs. Saint Joseph était un grand consciencieux. Sa conscience aiguë et bien aiguisée était fait de fidélité à Dieu et aux engagements pris pour son amour, quoi qu'il arrive et quoi qu'il lui en coûte. Alors, bien chers frères et sœurs, qu'attendons-nous pour nous confier à lui et le supplier de nous venir en aide par les temps qui courent? Avec et par Saint Joseph, prenons tous ce matin l'engagement de relever le défi de l'excellence à tous les niveaux, au nom du Seigneur. Amen. À cette célébration, les anciens élèves du collège Saint-Joseph ont toute leur place. Occasion saisie pour également exhorter leurs frères cadets à la discipline et à la crainte de Dieu. L'infirmerie de ce collège sera bientôt réhabilitée. Le projet de sa rénovation est ici partagé avec l'assistance. Une série d'activités est prévue pour marquer ce jubilé qui s'étend jusqu'en avril prochain.
L'acte final hier de joute verbale francophone IAEC opposé à Isika, une partie enlevée par IAEC. La parole a été vraiment prise en public. Rufini Kumaklo avec Medina Bacha Salami. La menace, le vivre ensemble. L'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC, de nouveau premier sur le podium du concours international joute verbale francophone édition 2018. Après une heure de prestation, l'équipe de l'IAEC a pris le dessus sur son adversaire. Avec ses débatteurs très éloquents et rompus à la tâche, il décoche le trophée mis en jeu en battant l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA sur un score de 15,23 contre 14,19. Pour nous, ça représente le résultat au bout de l'effort. Pendant 1 mois et demi, nous avons travaillé parce que nous voulions gagner. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes venus dans l'esprit des vainqueurs et nous repartons en vainqueurs. L'IAEC empoche ainsi une enveloppe financière de 500 000 francs CFA en plus des bourses d'études octroyées aux étudiants débatteurs. Dans la catégorie meilleur débatteur, Mademoiselle Nadia Sambo de l'IAEC remporte le billet d'avion Lomé-Paris-Lomé pour représenter le Togo au championnat mondial du débat francophone en mai prochain. Des prouesses qui comblent l'attente de l'association de la jeunesse pour une Afrique nouvelle, Juina Togo, organisatrice du concours joute verbale francophone. C'est une compétition la plus prestigieuse de débat et d'éloquence. Les jeunes ont su, à travers les débats très constructifs, des débats éducatifs et des débats bien structurés, montrer que l'art oratoire n'est pas pour les autres, mais l'art oratoire peut être exercé efficacement par les Togolais aussi. Sur les 14 écoles et instituts qui ont pris part à cette compétition, seulement 2 ont été retenus pour la phase finale et toutes ces équipes ont été gratifiées d'une attestation. La remise officielle des prix est prévue pour le 20 mars prochain au cours du cocktail de la francophonie. À retenir aussi ce nom, Victoire Biancou, la voix togolaise à la compétition de Voice Afrique francophone. Hier, elle a séduit le public et surtout le jury et son coach Charlotte Dimanga. Victoire, synonyme de qualification pour la finale des voix. Elle en a, portrait signé Esther Laclé. Victoire Biancou, sans doute la nouvelle étoile montante de la musique togolaise. Révélation musicale il y a plusieurs mois, le sacre de Victoire reste son passage remarquable à The Voice Afrique francophone. Elle est en phase finale. J'ai commencé à chanter en 2011. Il y avait une église tout près de moi. Donc à chaque fois qu'ils chantaient, ça m'impressionnait. Donc j'assistais à leur entraînement parfois. J'ai dû faire la mélodie avec eux. Ils ont dit « Waouh, tu as cette voix et tu es là, vous regardez chaque fois. » D'un concours national à un autre sans succès, l'espoir d'être si proche d'une phase finale semblait si loin jusqu'à sa participation à The Voice Afrique francophone. On n'était pas très motivé, mais j'ai essayé de la pousser. C'est là où elle a participé à The Voice. C'était un moment vraiment exceptionnel. C'était fou, sincèrement. Et quand le premier coach a tourné, j'ai crié, j'ai failli exploser ça. Malgré son succès, Victoire demeure cette jeune étudiante ordinaire de 26 ans et n'hésite pas à entraîner par moments ses camarades dans ses folies. Elle est sociable avec nous, elle ne se distingue pas par rapport à son talent. Gérer l'école et la musique n'est a priori pas un problème pour l'artiste. Elle sait toujours faire la part des choses. Je privilégie plus l'école que la musique. Mais ça ne m'empêche pas de m'épanouir aussi. Victoire nourrit d'ambitieux projets qui se résument à une carrière musicale internationale. Quand elle ne chante pas, elle passe son temps à la cuisine ou devant des dessins animés. Et voilà une voix à vous faire oublier un peu la longueur de cette
édition. Ce communiqué avant de la refermer, communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports qui porte à la connaissance des populations riveraines du tronçon à Vepozo-Anéron sur la route nationale numéro 2, Lomé-Anéron, que les travaux de réhabilitation et de dédoublement de ce tronçon sont imminents. Et à cet effet, il est demandé à tous ceux qui ont érigé des bâtisses et des baraques de tout genre sur l'emprise de la libérer au plus tard le 30 mai 2018. Passé ce délai, il sera procédé au nettoyage de toute l'emprise sans plus de préavis. Le ministre des Infrastructures et des Transports remercie d'ores et déjà les populations riveraines de ce tronçon pour leur compréhension et compte sur leur civisme. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Mina dans la Kéra et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.